Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de gens font la différence et maintiennent le filet social en place pour les communautés vulnérables. Mon nom est Daniel Lantaigne et je me suis donné pour mandat de sortir de l'ombre ces héros, des héros anonymes. Aujourd'hui à l'émission, j'ai le grand bonheur de vous présenter, comme toujours, deux organismes. Et le premier, vous l'avez probablement croisé sans même le savoir si vous avez osé vous aventurer dans les rues de Montréal. Alors installez-vous confortablement, car vous êtes sur le point de plonger dans un monde où les gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Bienvenue à cette émission des héros anonymes. Alors oui, bienvenue à cette émission des Héros Anonymes. Toujours un plaisir de recevoir des gens extraordinaires en studio et puis on reste dans le thème de recevoir des gens extraordinaires. On a avec nous en studio Elisabeth Anne Doyle, directrice générale, artistique, cofondatrice, plein de titres qui sont rattachés à deux lettres, MU, M-U. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien vous-même? Ça va très bien, merci. Il y a comme une fébrilité du temps des fêtes là, dans l'air, dans le studio. Là, on a l'air d'être des enfants bien excités. On va essayer de se calmer pour le reste, mais on ne sait pas. On ne sait pas ce que ça va donner. MU, M-U. Pourquoi MU? On a choisi ce nom parce que, évidemment, mural, c'est le début. Ouais. Muse, musée. Mais ce qui nous a charmé de ce nom-là, c'est l'idée de mu comme une nouvelle peau. Ah. Donc, l'idée de la transformation, en fait. Ouais. Alors, les murales comme une nouvelle peau sur les murs de la ville et du verbe mouvoir, donc du mouvement de la mutation, l'idée de transformation. OK, c'était pas juste deux lettres qui restaient au Scrabble. Il y a une réflexion en arrière de ce nom-là qui est mu. Et je disais d'entrée de jeu, les gens qui se promènent à Montréal, sans même le savoir, ont peut-être consommé de ce musée-là, de ces murales-là, parce que il y a des murales extérieures, il y a d'autres expressions artistiques intérieures, il y en a un peu partout. Mu, c'est pas que de la peinture sur un mur pour le rendre plus beau parce que du béton, c'est laid. Ce n'est pas que ça. Il y a certainement une volonté peut-être de se réapproprier sa ville, se réapproprier des quartiers, de garder un certain souvenir de gens parce que je pense, évidemment, c'est pas la seule. Hein, il y en a quand même plus de 200 là, à l'extérieur. Là, mais Leonard Cohen en est une qui résonne beaucoup, que les gens ont vu beaucoup. C'est quoi votre intention avec ces murales-là extérieures sur les murs, au-delà de rajouter du beau, mais déjà, c'est pas bête de rajouter du beau sur du béton gris, là. L'intention est très simple. Elle vient d'une double histoire d'amour. C'est l'amour des arts et des artistes, puis l'amour de Montréal. Donc, c'était comment on met ça ensemble, puis qu'on peut partager notre amour avec tous et toutes. Donc, très simplement, ça vient de là. Et quand on aime notre ville, on l'aime parce qu'elle a une échelle humaine. Cette belle ville de Montréal, parce qu'elle a plein de quartiers différents qui ont une couleur différente, une vie, une énergie différente. Et ces citoyens qui sont tellement bigarrés. Ouais. Nous, on avait envie que, justement, les œuvres soient accessibles à tous, à toutes, qu'elles soient dans les quartiers, dans la vie des gens. Il n'y a pas de coût d'entrée, comme dans un musée, pour aller voir une œuvre sur une murale. Exact. C'est ça qui est beau. Puis, je pense que c'est quand même un grand territoire, l'île de Montréal, et c'est pas... les arts visuels ne sont pas nécessairement accessibles à tous en tout temps. Donc, à la base, la prémisse, c'est sûr que c'était la démocratisation de l'art, amener l'art dans la rue, l'art pour tous. Et l'art près de chez vous aussi. Donc, dans mon quartier, une œuvre à laquelle je peux m'identifier. Alors, pas non plus juste des œuvres pour de la décoration, mais des œuvres qui font du sens puis qui résonnent pour les gens qui vivent avec les œuvres tous les jours. Oui, parce que tout ça est toujours un peu attaché avec la communauté. Les besoins ou les thématiques émanent de la communauté. Hein. Je crois que c'est pas tant vous qui arrivez, à part peut-être un projet en particulier, mais qui arrivez puis qui imposez une œuvre et dites, ça va être ça votre mural, ça va être ça le projet. Et la communauté est partie prenante de tout ça, non? Oui, la communauté est toujours partie prenante. Après ça, c'est pas nécessairement... ce ne sont pas des œuvres en co-création. Non. C'est pas nécessairement participatif. Tout le monde a eu son mot à dire. Mais il y a une écoute, il y a un désir d'authenticité puis de respect. Donc, observer ce qui se passe dans le milieu, observer qu'est-ce que les gens veulent, écouter.
Et puis, toujours s'associer avec des groupes locaux. Nous, on a un volet jeunesse qui est au cœur de notre mission caritative, en fait. Donc, toujours s'associer avec des organismes locaux qui, eux, comprennent davantage les réalités que nous, qui ne sont pas dans tous les quartiers. Donc, l'idée, c'est toujours s'associer avec un groupe local, discuter avec les élus, avec les gestionnaire, avec les tables de quartier. Donc, avoir le pouls. Puis surtout les jeunes qui ont souvent un pouls puis des yeux bien différents dans la vie. Oui, certainement. Puis c'est probablement, il y a beaucoup de distinctions entre vous puis ce que des entreprises privées ou d'autres artistes vont vouloir faire. On a vu des hôtels qui ont décidé de refaire leur mur extérieur. Mais vous avez la distinction. Premièrement, vous êtes un organisme de bienfaisance. Il n'y en a pas d'autres. Ce que je sache, vous avez cet arrimage-là, vous avez cette mission-là aussi auprès des jeunes qui m'apparaît fort intéressante. Puis je me demande justement, c'est quoi la place des jeunes dans cette démarche-là? Parce que c'est pas... comment je dirais ça? Tu sais, des fois, on se ramasse une gang de bénévoles, on fait une corvée, puis c'est extraordinaire. Mais là, vous ne ramassez pas une gang de bénévoles avec 2-3 pots de peinture qui restent à quelque part, puis on s'en va faire une murale. On s'entend, c'est des artistes, c'est des gens des arts visuels qui font ça, puis qui font ça de manière extraordinaire. J'en ai une particulièrement là, qui me parle, qui est l'hommage à Jean-Paul Riopel de Marc Séguin. Bon, il faut dire que j'aime l'artiste en partant, fait que c'est sûr que j'ai un biais. Mais c'est ça, c'est pas un trip de communauté. Là. Il y a quand même toute une démarche artistique en arrière de tout ça. Donc, les jeunes, comment ils s'insèrent dans tout ça? Bien, c'est une bonne question parce qu'en fait, naïvement, au début de MU, on pensait vraiment que les jeunes et toute la communauté viendraient peindre à chaque fois. Ah oui? Oui, c'était vraiment... MU s'est inspiré d'un projet de la ville de Philadelphie, puis ils ont une approche très communautaire, très, ce qu'on dit en anglais, grassroots. Ouais. Et c'est ce modèle-là qu'on tentait qu'on espérait appliquer à Montréal. Et bien vite, on s'est rendu compte qu'en fait, dès qu'on avait un échafaudage, on était considéré comme un chantier de construction et régi par les règles de RBQ, de CNSST et autres. Et donc, c'était pas possible qu'il y ait plein de gens partout autour et surtout pas des enfants. Alors, très vite, ça nous a fait créer, en fait, un programme en parallèle. Et donc, on s'est mis à offrir des ateliers et des murales faites pour et par les jeunes dans leur milieu de vie, qui essayent toujours d'être en résonance avec le projet de fresque extérieure, mais qui a plus une échelle et une thématique, un narratif qui résonne pour les jeunes. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on s'est mis à créer un programme éducatif en milieu communautaire l'été. Et qui, avec le temps, on a pris des antennes et s'est développé en milieu scolaire durant l'année. Et je suis fière de dire que cette année, on a offert plus que 50 projets dans des écoles en 2023 et plus d'une trentaine de projets jeunesse en milieu communautaire durant l'été, cet été. Ben, c'est pas rien parce qu'il y a quand même un arrimage à faire avec tout ça. Vous ne pouvez pas juste arriver dans une école, faire votre projet, puis bon... Tout ça, on s'entend, les écoles, ça fait partie d'une grosse machine, là, les centres de services scolaires, tout ça, il y a des autorisations, il y a plein de trucs. Puis j'imagine aussi que même ça doit être encore plus complexe quand vous arrivez sur un mur d'un building. Là. Il doit y avoir 2-3 permis, 2-3 autorisations à aller chercher avant de réussir à pouvoir monter un échafaudage. Mais dans les écoles, est-ce que c'est rendu que c'est les écoles qui vous approchent parce qu'ils ont compris toute la valeur que ça amenait, toute la mobilisation aussi de la communauté étudiante que ça amène? Comment ça fonctionne, justement, cette entrée-là, que l'art rentre dans l'école par cette porte-là de MU? Ça rentre de deux façons. Il y a un programme qu'on a créé pour les secondaires 5, qui est un programme très soutenu. Parce qu'il dessine mieux que le secondaire 1? Parce que, en fait, notre objectif était la persévérance scolaire post-secondaire par la découverte des arts et des métiers artistiques. Donc là, on vise vraiment la fin du secondaire quand les jeunes sont tétanisés par le futur et manquent d'options. Et c'est sûr que les arts et les métiers créatifs, c'est pas souvent mis de l'avant dans un processus d'orientation. Non. Donc, de faire une murale avec ses pairs, laisser sa trace dans l'école que tu quittes, c'est une façon déjà de s'engager civiquement comme jeune citoyen, de comprendre que c'est pas pour toi que tu le fais, mais pour les autres. Mais nous, sous-jacent à ce legs, c'est la découverte d'artistes, de professionnels
qui œuvrent dans les milieux de la créativité, comme par exemple l'architecture, la conception de jeux vidéo, l'illustration, le design graphique. Et là, donc, ils font cette murale, ils découvrent plein de techniques et chaque semaine, ils découvrent un professionnel qui travaille et qui va leur témoigner, en plus des techniques qu'il va échanger, mais où il va pouvoir partager son parcours académique et son lieu de travail, partager un portfolio puis tout ça. Et ça éveille les jeunes, comme juste en jeux vidéo, par exemple, de comprendre qu'il y a des gens qui dessinent en arrière des jeux que les enfants utilisent. Souvent, les jeunes n'ont pas réalisé tout ça. Alors, on ouvre les portes à ensuite des programmes de cégep et d'université dans tous ces métiers-là. Et on a un taux de 85% de jeunes qui, après avoir suivi le programme Lestatras, décident de s'orienter au cégep et à l'université dans les métiers créatifs. Alors, ça, c'est un immense succès. Autrement, les programmes scolaires qu'on a sont... nous sommes homologués Tout ça, là, oui. par le ministère de la Culture et de l'Éducation dans les programmes de culture à l'école. Okay. Donc, les écoles peuvent effectivement nous appeler. C'est une offre de service qui est sur la banque des activités scolaires et parascolaires que les écoles peuvent aller chercher avec des organismes externes. Donc, on vient dans l'école, effectivement, et on réalise un projet d'art avec les jeunes. Wow! Oui. J'ai pris le temps d'aller sur votre site web, puis vous avez des capsules vidéo sur votre chaîne YouTube. Il y en a une qui est extraordinaire. C'est un artiste en dessin, Mathieu, là, si je ne me trompe pas. Il dit à quel point les jeunes pour qui l'art, c'est large, c'est vaste. Ils ne savent pas exactement ce que c'est concrètement, puis ils ne savent pas nécessairement que ça peut être un métier, puis qu'on peut gagner notre vie par l'art. Donc, c'est pas qu'un passe-temps, là, c'est pas juste des gribouillis dans un cahier. C'est une démarche, c'est un métier. Puis ça se concrétise de différentes façons, parce que oui, bon... Il y a le dessin, il y a les jeux vidéo, donc il y a différentes façons. Donc, probablement que vous ouvrez une porte, certainement, pas probablement, vous ouvrez une porte dans une réflexion à laquelle les gens ne se demandent pas, je m'en vais-tu dans tel métier. Puis là, vous faites, OK, mais il y a d'autres options. Et sachant à quel point, comme vous dites, là, secondaire 5, les jeunes sont tétanisés devant l'avenir, je pense que c'est pas bête de leur offrir une option qui peut à la fois, les garder sur le chemin académique, mais en même temps, les garder dans quelque chose de passionnant puis d'intéressant. Exact. Donc, c'est une expérience collective et artistique, la murale, mais qui poursuit un objectif, une action orientante, c'est-à-dire d'être capable de se projeter, découvrir des métiers, puis de se projeter. Donc, c'est vraiment de donner de l'espoir, en fait. Ben oui, vraiment. Puis dans les écoles, comment la thématique, elle est choisie, le type de projet, la murale, comment elle va prendre forme? Est-ce que c'est encore une part de l'artiste qui fait partie du projet, qui est porteur de tout ça? C'est conjoint? Ou... Non. En général, dans le cas des écoles, c'est vraiment de la co-création. Okay. Donc, les enfants participent de A à Z au processus. Par contre, des fois, les équipes écoles, les professeurs et les directions s'en mêlent. Donc, des fois, effectivement, les directions d'école ont plus envie d'avoir de la représentation de l'équipe de football ou de... Les mots des valeurs du code de vie de l'école. Oui, c'est ça, du club informatique qui rayonne à travers la province, que ce que souhaitent les enfants, mais on essaie de composer avec ça. Puis même ça fait partie des apprentissages. Si un comité de jeunes a une idée pour un projet créatif, d'aller le présenter à la direction, nous, on l'approche comme si tu étais en agence de pub. Ah oui, OK. Et tu es un créatif en agence, puis là, tu dois aller faire un pitch, puis faire la promotion de tes idées, puis les défendre devant un comité. Alors, ça fait partie de la game. C'est une belle démarche, puis ça donne un bel avant-goût de la suite. Dans les écoles, si je me fie à mes chiffres, là, vous avez quand même plus de 5 écoles et milieux communautaires, là, plus de 500 quand même projets qui ont été réalisés dans un peu plus de 15 ans d'existence. En votre organisme, là, si je me souviens bien. Et à l'extérieur, on peut trouver plus de 220 à peu près murales extérieures. Ça ressemble à ça. Et vos murales extérieures, est-ce qu'elles sont toutes documentées sur votre site web ou en tout cas les principales? Oui, toutes les murales sont sur notre site web. Les murales extérieures. Dans les murales intérieures, la majorité des murales scolaires sont là aussi, bien qu'il y a certains projets qui nécessitent un peu plus de
de protection de l'image Oui, avec les enfants. Donc, pas tout y est. Tout à fait. Mais c'est une encyclopédie de Montréal à ciel ouvert extraordinaire. Et vous avez réussi à faire la captation vidéo fantastique. Là. Je repense encore à celle de Leonard Cohen, qui est sur la rue Crescent, je ne sais jamais comment prononcer, mais dans ce coin-là, mais qui se voit quand même de quelques places. Vraiment, c'est fascinant. On va en reparler, si vous voulez bien. On va prendre une courte pause. On va parler encore de tout ça dans quelques instants. À tout de suite. Et vous êtes de retour à l'émission Les Héros Anonymes. On est avec Elisabeth Anne Doyle, qui est directrice générale artistique et cofondatrice de l'organisme qui s'appelle MU. Juste avant d'aller à la pause, puis au cas où je l'oublie, parce que je ne rajeunis pas dans cette émission-là, si vous voulez voir, on parlait de l'encyclopédie à ciel ouvert, là, si vous voulez savoir où sont les œuvres, quelles sont les œuvres, découvrir les artistes aussi derrière ces œuvres-là, vous pouvez vous rendre sur mumtl.org, donc mumtl.org. Vous allez trouver ça... extrêmement fascinant. Il y a de tout, hein. Il y a des œuvres. Puis ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y en a qui sont accessibles pour les gens qui ont peut-être un premier contact avec l'art. Donc, une œuvre sur Jean Duceppe, on peut comprendre, on peut fouiller un peu plus loin. Donc, il faut creuser un peu plus pour voir la compréhension. Puis l'art, c'est extraordinaire, c'est que ça fait réagir les gens de façon complètement différente par rapport à leur vécu, leur bagage, puis comment ils sont au moment où ils expérimentent ça. Ben oui, c'était vraiment ça le but de cette série-là, d'ailleurs, qui s'appelle la collection d'hommages aux bâtisseurs culturels de Montréal. C'est effectivement de se dire, c'est une façon de contribuer à l'histoire de l'art local et qu'effectivement, ces personnes-là, c'est un legs, c'est un hommage, mais c'est comme ça reste dans le temps, qui est cette personne? Ça permet d'ouvrir la porte à un certain aspect pédagogique sur le passé aussi. Puis comme il y a tellement de mutations dans les quartiers, sur le tissu social, puis les gens qui vivent et qui déménagent un peu partout à Montréal, c'est vraiment une façon de découvrir, en fait, ce Montréal des artistes. Puis les artistes que vous, qui collaborent avec vous dans ces différents projets-là, je veux dire, je pense à un Marc Séguin, là, je l'ai vu faire des toiles, j'ai vu faire des très belles étiquettes de bouteilles de Pinard et Filles, j'ai vu faire des beaux trucs un peu partout. Il ne doit pas faire des murales à toutes les semaines et j'imagine que vos artistes en ont peut-être pas nécessairement fait une tralée avant d'arriver sur un grand mur de béton et de le faire. Comment ça se vit, toute cette dynamique-là? Puis quand vous vous approchez, je ne sais pas si c'est vous qui approchez les artistes puis vous leur présentez un projet en fonction de la nature du projet puis de leurs compétences puis de leurs intérêts, mais comment ça se passe pour un artiste qui fait face à un très, très grand terrain de jeu qui peut être un grand mur de béton? Je dirais deux choses. D'abord, tout peintre n'est pas muraliste. Ouais. Donc, c'est une forme d'art à part entière, l'art mural. Ça prend une compréhension de l'espace, de la hauteur, de l'ensoleillement, de la perspective. Même la peinture, c'est pas la même que ce qu'on utilise sur un canevas. Donc, la toile ne boit pas la peinture de la même façon que du béton. Oui. Donc, c'est vraiment un autre métier. Ceci dit, quand nous, on a commencé MU, évidemment, on cherchait des muralistes expérimentés, puisque nous-mêmes n'avions pas cette expérience de productrice. Alors, on a vraiment été s'entourer de gens qui étaient compétents puis qui pouvaient nous apprendre comment mieux les aider. Aujourd'hui, après 15 ans, on a acquis cette expérience, cette expertise, et ça me permet d'être plus courageuse à mentorer des jeunes artistes qui sont en début de carrière et qui voudraient apprendre l'art mural. Donc là, aujourd'hui, on est capable de mentorer
des artistes émergents. Et on a une cohorte l'été. On recrute à Concordia et à l'UQAM dans les facultés de beaux-arts. Et on a vraiment une cohorte. Ça aussi, c'est un peu notre troisième projet éducatif auprès de jeunes adultes, donc finissant en beaux-arts, puis qui peuvent apprendre en assistant d'autres artistes le métier de muraliste. C'est extraordinaire. Et j'ai parlé tantôt, le béton ne boit pas la peinture de la même façon. Là. Vous voyez bien que je ne connais pas ça, j'ai sûrement pas les bons termes, mais tu sais, une œuvre d'art dans un musée, il y a de la préservation, la conservation, éventuellement il y a de la restauration. Une œuvre, c'est un mur de béton, ça vieillit-tu bien? Est-ce que ça a besoin d'un petit touch-up à un moment donné où on laisse ça aller, puis la nature suivra son cours, puis ça fera partie de la vie de voir l'œuvre, peut-être s'écailler avec le temps, puis ça donne le petit lustre, là, mais comment vous voyez ça, ces œuvres-là, dans la durée? Bien, c'est une très bonne question. Chez MU, on a toujours visé pérennité, ce qui n'est pas nécessairement un terme qui est associé à l'art mural, puis qui est considéré comme une forme d'art éphémère, versus des œuvres d'art publiques comme des sculptures de bronze ou des choses qui sont vraiment considérées comme des œuvres permanentes. Ouais. Mais nous, on a toujours aspiré, comme on est dans, en fait, de l'art social et de façon pérenne et responsable, on a toujours visé la longévité. Ceci dit, on est au Québec, il fait froid, on a des hivers curieux et Mère Nature nous manifeste sa complexité avec les années qui passent. On voit les redoux, puis des tempêtes de neige en novembre, puis après ça, des plus 10 en janvier. Et ça prend de l'entretien. Oui. Oui. Donc, ça prend de l'entretien, puis ça prend tout un travail en amont pour justement avoir préparé les œuvres et s'assurer que les murs sont sains. Donc, des fois, on fait même des travaux de rejointement, du nettoyage. Oui, on s'assure vraiment que toutes les surfaces qui vont recevoir des œuvres sont saines. Ensuite, on utilise les bons matériaux, la meilleure qualité de produits possible. Puis après ça, il y a effectivement une vigie. Et là, on commence... Parce que les premières années, la question ne se posait probablement pas, là, après 15-17 ans d'existence. Oui, bien, on a toujours, ceci dit, mis des fonds, 10% du montage financier de chaque projet dans un fonds de prévoyance, dans cette idée-là. Et on s'occupe encore à ce jour de toutes nos murales. Mais c'est sûr que là, elles commencent à nécessiter davantage d'entretien, les premières, et on a commencé à le faire. Alors, plus ça va aller, je pense que plus on va devoir justement se développer une expertise. Vous mentionnez le mot musée tout à l'heure, comme des conservateurs, donc en restauration et conservation d'œuvres d'art public. Oui, effectivement. Le climat montréalais et tout ce qui vient avec. Là, je pense à une œuvre qui est pas avec nous, mais quand je me rendais à l'aéroport de Dorval, il y avait bleu de bleu, qui est devenu rapidement gris de gris après un hiver, puis un peu de sel, puis évidemment tout ce qui sort des exhausts des voitures. Donc il faut naviguer avec la réalité dans laquelle vous êtes. Là, évidemment, il n'y a pas autant de véhicules nécessairement qui passent à côté des beaux projets de mural, mais quand même, des fois, l'hiver et toutes les autres saisons peuvent être dures là, sur les heures. On l'a dit d'entrée de jeu dans la première partie de l'émission, ce qui vous distingue notamment, c'est que vous êtes un organisme de bienfaisance. Donc, vous avez une mission qui est une mission, évidemment, d'apporter de l'art, d'apporter de l'embellissement, de la revitalisation. Vous avez une approche qui est certainement, en tout cas, je trouve audacieuse, mais franchement intéressante pour rapprocher le public à l'art. Parce qu'on en reçoit, on reçoit pas mal juste des organismes de bienfaisance à notre émission, là, et évidemment, la question, il y en a pour lesquels c'est évident. La semaine passée, on avait les banques alimentaires. Les gens font, ben oui, les gens ont faim, ils manquent de nourriture. C'est pas compliqué. Il y a comme quelque chose d'universel avec ça. L'art, ça a longtemps été attribué à des grands mécènes, hein, des grandes familles qui ont toutes des pavillons dans les musées avec leur nom, puis c'est extraordinaire. Mais la réalité n'est plus nécessairement toujours celle-là. Mais qui donne, je vais vous dire, à des projets comme ça, qui sont les bailleurs de fonds type là, qui vont soutenir ces projets-là et qui disent, ben oui, moi j'ai goût d'investir dans l'art, dans la beauté de Montréal et comment ça fonctionne, la philanthropie un peu chez vous dans une organisation comme MU?
C'est sûr qu'on a quelques grands donateurs qui sont tous liés au service éducatif. Ouais. Donc, vraiment des gens qui sont intéressés par l'art et l'éducation des arts auprès des jeunes. Mais ce qui est fascinant sur la majorité des donateurs, la philanthropie chez MU, c'est une philanthropie de proximité. Et elle ressemble aux produits MU, en fait. Donc, de taille et d'échelle humaine et dans les quartiers. Donc, c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde qui donne à MU. Et d'ailleurs, nos campagnes Mardi, je donne chaque année ont beaucoup, beaucoup de succès. Puis, on se révèle toutes sortes de personnes qui sont dans nos entourages, allant de la tante d'une artiste à quelqu'un qui vit, qui voit une œuvre dans son quartier tous les jours, puis qui dit « Ah, merci, MU, j'en profite, je vous donne 20 $, j'aimerais ça faire plus. » Donc, on a une philanthropie modeste, mais généreuse de cœur et de message. Oui, parce que ce qu'on voit souvent dans des projets philanthropiques, c'est qu'il y a des projets particuliers qui résonnent. J'imagine, par exemple, vous annoncez, je ne sais pas comment vous le faites, mais une œuvre plus populaire ou un artiste que vous mettez en lumière de façon populaire, ça peut attirer, mais après ça, quand on est dans quelque chose de plus peut-être marginal ou moins connu, on réalise que le financement est souvent inégal dans tout type d'organisation. J'imagine que vous n'y êtes pas complètement indifférent, mais ça doit pas être toujours stable. Le financement, j'imagine que ça doit quand même poser certains défis. Quand vous avez parlé de pérennité, pérennité du financement aussi doit suivre. Là, ça doit poser quand même certains casse-têtes des fois. Là. C'est très instable parce que MU est financé à 100% en gestion de projet. Oh. Donc, chaque murale est financé 1 $ à la fois, une murale à la fois, sans prévisibilité. Donc, on reçoit seulement 22 000 $ du Conseil des arts de Montréal en soutien à notre fonctionnement, soutien à la mission. OK, oui. Tout le reste de MU est financé 1 $ à la fois. Donc, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. On lance l'appel, évidemment, aux gens qui sont interpellés par les arts sans être de grands mécènes. Chacun peut faire sa part pour soutenir un peu d'embellissement de notre ville de Montréal. C'est un très, très grand plaisir. Le temps a passé beaucoup trop vite. Elisabeth Anne Doyle, merci beaucoup de vous être prête au jeu. Merci de l'invitation. Merci. Puis à vous, restez donc en ondes. On a un autre invité dans quelques instants. Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Daniel Lantaigne. Et oui, vous avez ce grand plaisir-là pour la deuxième partie de l'émission et pour aussi la dernière de la saison. Un grand plaisir de recevoir président, fondateur, Jean-François Barrette d'un organisme qui s'appelle Les Petits Géants, que je découvre à l'instant avec vous. Donc, c'est un très grand plaisir. Bonjour, Jean-François Barrette. C'est un gros titre, mais dans le fond, j'ai juste eu l'idée de partir ça, mais merci de tout doit partir d'une idée. On essaie toujours de mettre nos invités bien à l'aise comme ça. Faut que tout part d'une idée dans la vie. Puis vous avez eu cette idée-là qui est celle des Petits Géants. Puis en même temps, je connais l'histoire, je l'ai lu, mais beaucoup plus intéressant, c'est vous qui a raconté. Ça part d'où? C'est justement cette idée-là, ce point de départ-là de quelque chose qui va s'appeler, tranquillement pas vite, Les Petits Géants. Exact. Dans le fond, j'aimerais ça, je pensais à ça, est-ce que je me disais, j'aurais aimé ça avoir une histoire hollywoodienne, trépidante et plein d'anecdotes. On va être déçus, c'est ça? Vous allez être très déçus. Bon, parfait. On peut arrêter maintenant. On va arrêter ça maintenant. Non, ben, vraiment, c'est que c'est des fois, les projets, c'est pas toujours spectaculaire. Mais moi, j'étais quelqu'un qui œuvrait à mon compte. J'avais une entreprise dans le monde de la logistique, puis ça s'est terminé en 2018. Et je me suis trouvé un peu devant rien. Ouais. Et moi, quelque chose qui m'avait toujours parlé dans la vie, c'était vraiment de faire une différence, dans le fond. Tant qu'à passer sur Terre, d'avoir un impact quelconque. Puis moi, ce qui m'avait toujours brisé le cœur, j'appelle ça un peu la loterie de la vie, c'est que, à moins que vous allez pouvoir me l'expliquer aujourd'hui, mais on ne sait pas dans quelles conditions on va naître, où dans le monde, à quoi on va ressembler. Peut-être quand on rencontre notre créateur, on va avoir ces réponses-là, mais pour l'instant, personne ne m'avait répondu, même pas mon prof de religion en secondaire 2. Mais moi, j'ai vraiment... j'appelle ça la loterie de la vie, puis ça me brisait le cœur qu'il y a des enfants qui naissaient, puis quand on regarde l'histoire de l'humanité, la plupart des êtres humains perdent cette loterie-là parce que
on est privilégié parmi les privilégiés au Québec quand on regarde des gens partout à travers le monde qui naissent dans des bidonvilles. Je sais pas les pourcentages, mais on s'entend que c'est une majorité. Ouais. Puis moi, j'ai eu une vie une super belle vie, modeste, mais tu sais, enfant unique, un peu bébé gâté. Je me dis, tu sais, moi... Je vois genre, là. Ouais, vraiment. Enfant à maman, je vais encore manger là tous les dimanches. C'est parfait. Il faut garder ça. Puis dans le fond, c'est juste, c'est venu l'idée comme ça. Alors j'ai, entre guillemets, gossé 2 amis pour devenir... parce qu'au Québec, il faut être 3 requérants pour partir un OBNL. Puis, dans le fond, c'est comme ça que c'est parti, un peu naïvement sur un coin de table, juste par une idée de faire quelque chose de bien. Pas une enfance terrible, Non. pas des mauvaises conditions, plein de sévices, vous n'êtes pas garoché d'une famille d'accueil à l'autre. Du tout. Puis vous êtes juste dit, tant qu'à avoir un passage Ouais. sur Terre, là, on va être dans les grands esprits philosophes, là. Exact. Mais tant qu'à avoir notre passage sur Terre, pourquoi pas en faire quelque chose de bon? Puis, la cause qui s'est enfargée dans votre chemin et que vous avez décidé de prendre, finalement, c'est celle des jeunes. Fait que les petits géants, cette idée-là qui est venue là, puis que vous avez réussi à raccrocher du monde à ce beau projet-là, vous savez, ils skient exactement, parce que les enfants, les jeunes, oui, la loterie de la vie, effectivement, il y en a qui naissent à Monaco, il y en a qui naissent dans d'autres conditions. Vous visez à aider qui à travers tout ça? C'est ça. Donc, définitivement pas les enfants de Monaco. Eux, on va leur laisser... on n'aura pas besoin de notre soutien. Dans le fond, les petits géants, le concept, c'est ça, c'est de les faire passer de petits à géants, puis même le logo, là, c'est peut-être 2e degré ou moi qui vois des choses, mais c'est comme un enfant qui est petit. C'est un bonhomme sourire, mais qui est petit puis qui devient grand. Dans le fond, au début, c'était vraiment cute. Dans le fond, on a offert des trucs avec le cercle des fermières. Oui. On a, sur l'article qu'on a eu dans la presse, la photo est tirée de là. C'est des 750 trucs qu'on a remis à une école. Ah, ça a tricoté sur un temps, là. C'était des machines de guerre. Je pense qu'il y avait beaucoup de... Comment on appelle ça? L'affaire pour les joints ou les cartilages. Là, je pense qu'ils ont eu besoin de... D'après moi, ça a pris bien du Adrien Gagnon. C'est ça. Ouais. Génaflex. Voilà, tout ça. Donc, c'était vraiment des machines. Puis... dans le fond, c'est ça. Ça va venir à qui on aide. Un moment donné, pendant une nuit, il y a peut-être 1 an et demi, parce qu'au début, c'était cute. Mais je vous ai dit, tant qu'à faire un organisme, je veux pas être un organisme juste pour être un autre organisme puis piétiner sur les terrains des autres. Fait que nous, notre concept, c'est vraiment un parrainage qui est global et à long terme. Donc, on prend un enfant qui a été référé par une travailleuse sociale parce qu'eux sont vraiment sur le terrain. Ben oui. Puis on a développé 8 services distincts. Même qu'on en ajoute, on a ajouté de la zoothérapie récemment. Ah. Qui est vraiment... même moi, j'ai le goût dans j'ai le goût quasiment je me qualifie pas, malheureusement. Mais bon, donc c'est des enfants, c'est ça, défavorisés avec 8 services, donc du tutorat, mentorat, aide alimentaire. On a vraiment quelque chose de très complet. On couvre tous les angles. Puis c'est un professionnel de chaque service qui va offrir... comme succès scolaire vont offrir le tutorat. Fait que c'est des enfants qui peuvent être qualifiés. C'est des enfants référés par les 6 de la région de Laval, surtout est-ce qu'on établit, donc par les travailleurs sociaux. Donc, ils doivent être défavorisés. Oui. Ça peut pas être n'importe qui, sinon, parce que c'est très intensif et demandant. Fait qu'on peut pas en aider des millions. Non, c'est ça. Vous allez être plus dans des Ciblé, histoires de vie ouais. très ciblées plutôt que dans de la masse parce que vous avez décidé, c'est ça, de les accompagner puis de les soutenir là, de manière très holistique, là, quand Ouais, même, on exact. peut dire. Puis, Bon terme. puis vous parliez de zoothérapie. Il y avait un article justement cette semaine avec une intervention de la Fondation des jeunes de l'EPJ qui s'est mis aussi à faire de la pas eux-mêmes, mais à financer de la zoothérapie puis de voir à quel point ça vient... fou. Tout ce qui est de l'anxiété, tout ce qui est de la relation avec les autres, l'autisme, plein de choses, la posture. L'orthophonie. Ben oui. Moi, c'est ça que l'orthophoniste m'expliquait. Elle dit ça peut traiter, chez des enfants qui ont une peur bleue des vaccins, ça peut traiter leur anxiété par rapport à ça. Pratiquer des sabots sons. dans le front là, versus le vaccin, là, j'avoue que ça change. Hein? C'était pas ça l'approche, non? Non, on était plus avec des furets, des petits animaux. C'est bon. Chacun son... C'est pas pour rien qu'on a chacun notre métier. Hein? Exact. Mais, ouais. Exact. Mais oui, ça fait ça. Puis, parlant de chacun de votre métier, vous, de ce que je comprends, c'est que vous n'avez pas la prétention de pouvoir aider ces enfants-là. Vous partez des ressources, puis vous allez chercher les bonnes ressources qui vont accompagner ces enfants-là. C'est un peu ça le modèle? C'est ça. Mais nous, on est... là, on travaille beaucoup sur la gouvernance. Fait que la gouvernance, c'est le conseil d'administration. Fait que là, on est allé chercher vraiment des personnes qui fait beaucoup mieux que moi dans leur domaine. Donc, la force, des fois, des gens, c'est de bien s'entourer. Ouais. Fait que là, on va passer de 4 à 9 personnes. Donc, ils ont vraiment des rôles puis des gens
très impliqués dans leur milieu. Puis tout est fait bénévolement. Ouais. Fait que moi, j'y mets depuis le début peut-être 10 à 20 heures quasiment par semaine pour monter sûrement un autre travail pour payer les comptes. Là. Oui, parce que le ballonnet coûte de plus en plus cher, puis en étant bénévole, je pense pas que j'aurais pu. Mais non, je travaille dans un autre domaine, moi, dans le plus corporatif qui n'a aucun rapport. Mais peut-être ça viendra, mais dans les questions, mais moi, je veux vraiment lier le secteur des affaires à l'organisme parce que je veux être dépendant le moins possible de l'État, dans le fond. Donc, j'aimerais ça que ça soit le plus autonome possible. Puis pour revenir à la question... c'est, dans le fond, parce que c'est ça, vous, en ce moment, vous êtes 3-4 bénévoles, vous allez monter à 9, mais c'est pas vous qui allez rencontrer le jeune puis faire de la zoothérapie avec ce jeune-là, avec 2-3 furets, ou qui allez l'aider dans le mentorat. Dans le fond, vous allez trouver les bonnes ressources, vous allez, dans le fond, payer ces ressources-là avec le financement que vous obtenez? C'est un peu ça le modèle? Très bonne question. C'est que chaque service est offert par un professionnel, comme le tutorat succès scolaire, 20 ans qui font ça, sont des professionnels et tout. Mentorat, grand frère, grande sœur du Grand Montréal, c'est nos partenaires pour ça. Fait que les petits géants, nous, on va tous faire le maillage, le onboarding, en guillemets, de tous les services qu'ils ont besoin. Donc, on a une fiche client. Donc, le parent va cocher quels services ils ont besoin et tout. Puis nous, on va payer, c'est pour ça que la recherche de financement, les ressources quand ça coûte des sous. Ouais. Donc, il y a certains services qui peuvent être gratuits, mais la zoothérapie, c'est une zoothérapeute privée, dans le fond, une travailleuse autonome. Donc, il y a un coût, mais c'est nous qui va donc, pour le parent, c'est 100% gratuit. C'est primordial pour nous que ça reste comme ça. Ben, c'est fantastique. Fait que vous devenez un peu le Sherpa à travers les différents besoins qui sont identifiés à ce moment-là. Costco. On peut acheter des pneus à côté d'un plat de poulet rôti. Ben, c'est parfait, c'est parfait. Je vais dormir là-dessus. J'aime beaucoup l'idée. J'aime beaucoup l'idée. C'est une image. Ah oui, l'image imparfaite. Puis vous êtes, tu sais, en philanthropie puis en collecte de fonds, souvent, c'est difficile de démontrer du concret. C'est difficile de faire du storytelling. Vous êtes que dans ça, j'ai le goût de dire, dans le fond, tu sais, vous accompagnez un enfant, vous le prenez en charge, mais quasiment. Et là, vous êtes capable de dire, ben l'argent a servi à faire ça concrètement. Effectivement, c'est sûr que c'est pas des milliers d'enfants que vous accompagnez par le modèle que vous avez, mais vous êtes capable de dire que vous avez changé la vie de certains jeunes. C'est un prénom fictif, mais j'ai goût de vous entendre. Tamara. De Tamara, voilà, vous m'avez vu venir. C'est ça, comme si j'avais parlé avec la recherchiste. Alors, Tamara, j'ai goût de vous entendre, puis de savoir un peu son histoire, puis comment vous êtes arrivé dans sa trajectoire de vie. Oui, dans le fond, c'est ça. Moi, pour le premier volet de la question, moi, vu que je viens du monde des affaires, c'est très important d'avoir des résultats concrets. Tu sais, c'est peut-être une déformation professionnelle, mais moi, je voulais pas que les gens qui donnent, que ce soit institutionnel ou des entreprises corporatives, je veux que s'ils me donnent, mettons, 1 000 $, je veux pas qu'ils pensent que ça va aller à nous payer un party de Noël ou... on sait pas trop est-ce que ça va. Puis c'est ça que je pense que les gens, ils aiment pas trop la philanthropie. On donne, mais qu'est-ce que ça va? Puis surtout quand ça sort du Québec, on a entendu tellement d'histoires d'horreur, de dépenses qui n'ont pas de bon sens et tout. Fait que nous, probablement, on a très peu de frais. Fait que tout l'argent va au service. Ben oui. Dans le fond, Tamara, c'est une belle histoire. Elle fréquentait un centre, pas trop l'identifier parce que c'est des questions plus... elle fréquentait un centre de troubles de langage dans le Grand Montréal, disons. Puis c'est le directeur qui est tombé en amour avec notre projet. Puis il dit, hey, j'ai cette personne-là, en plus d'avoir des troubles de langage, elle a besoin de... Elle n'a pas une situation super aisée. Puis je dis, on va faire comme un projet pilote, si on veut. Fait qu'elle a commencé avec du tutorat une fois par semaine. Elle a hâte à ses sessions de tutorat. Ah oui. Puis comme elle a des troubles de langage, on lui paye maintenant une orthophoniste. Parce que là, on entend beaucoup parler avec les situations dans les grèves. Les professeurs n'ont aucun... ergothérapeute, orthophonie, il n'y en a pas. Non. Fait que nous, on doit aller au privé, puis c'est nous qui payons pour ces sessions d'orthophonie. Wow. Mais qu'est-ce qui fait mal dans notre concept, c'est que vu qu'on ne peut pas en aider des milliers en même temps, notre projet, c'est d'en aider une trentaine par année en 2024, mais il faut faire des choix. Ouais. Moi, j'aimerais ça toutes les prendre, mais ça prendrait des millions de dollars aussi. Mais je travaille là-dessus. Ben, ça s'en vient. En tout cas, je vous le souhaite certainement. Je compte sur Canal M pour nous faire
tellement connaître que ça va exploser. Moi, d'après moi, votre téléphone ne va pas dérougir après votre passage. Mais c'est souvent ça aussi le problème quand... Ben, pas le problème, mais en tout cas la situation, quand vous êtes en croissance, puis en croissance de notoriété, parce que vous avez fait toutes les étapes avant de devenir un organisme de bienfaisance enregistré. D'ailleurs, c'est un bon chemin. C'est très difficile à avoir. Oui, ça se trouve pas dans une boîte de Cracker Jack, là, comme ça a peut-être déjà été le cas il y a plusieurs années. Là, maintenant, il y a beaucoup d'abus, fait que c'est très difficile. Oui, vraiment. Donc, vous avez fait tout votre bout de chemin. Et là, ben, vous allez arriver probablement, c'est ça, à un moment où vous allez avoir beaucoup plus de demandes que de ressources financières pour y arriver, mais avec des belles histoires comme celle de Tamara, où vraiment, vous n'êtes pas... vous n'appliquez pas du mur à mur, ben nous, c'est ça notre programme, elle va passer par telle étape, cet enfant-là, puis après ça, ben merci, c'est terminé, vous y allez en fonction de la réalité et des besoins réels. Très bon point. Puis juste pour enchérir là-dessus, dans le fond, c'est ça, c'est pas un modèle copy-paste, copier-coller. Fait que tous les services qu'on a, il y a peut-être un enfant qui va avoir besoin de juste le tutorat ou il y en a un autre qui va avoir besoin de tous les services. Donc, c'est vraiment, on s'adapte aux besoins de l'enfant. Oui, puis ce que j'aime particulièrement, c'est que vous travaillez beaucoup en partenariat avec d'autres, avec ce qui existe déjà. Hein, vous l'avez dit, vous ne vouliez pas piler ses pieds d'autres organismes. En alimentation, je pense que vous travaillez avec le garde-manger pour tous. La cantine pour tous, pardon. C'est ça. Eux, ils ont un service de repas qu'ils peuvent livrer dans les écoles ou à domicile. Donc, si les enfants ont des besoins à ce niveau-là, ben on va pouvoir... Mais ça, c'est un service qui, dans l'alimentation, c'est dans les plus coûteux. Là, ben oui. Mais ils ont des repas vraiment de qualité, nutritifs, à coût assez faible. Donc, c'est ça. Nous, c'est que des partenariats. Fait qu'on n'offre pas de service. Fait que même l'intervenante avant vous, on se parlait au niveau de l'art-thérapie. Ben sûrement qu'on va faire quelque chose avec elle à propos de ça. Ben oui, pourquoi pas. Écoutez, si ça fait des belles rencontres comme ça, Héros Anonyme, moi, je suis prête à... Oui, ça devrait venir. Ça devrait être un réseau de réseautage. Ben oui, en tout cas, on lance l'idée. M réseautage. Je lance l'idée comme ça à la production. Voilà, le message est passé. Je trouve ça fascinant ce que vous faites. Votre modèle est super intéressant, puis ça part d'une idée, comme vous disiez, qui n'était pas en lien avec votre histoire personnelle. Hein. Souvent, les gens, il est arrivé quelque chose dans leur vie, ils ont été témoins de quelque chose. Vous, c'était vraiment juste un grand élan d'altruisme, je pense qu'on peut l'appeler comme ça. Et vous êtes, entre autres, puis j'aimais l'image, je pense que ça vient de vous dans la pré-entrevue que j'écoutais. Alors oui, les gens qui nous écoutaient, des fois, il y a des pré-entrevues. Vous êtes un peu chef d'orchestre dans tout ça. Exact. C'est un peu ça votre rôle. Hein? Maestro Jean-François. Moi, je dirais, dans la vie et tout, je pense que je suis un généraliste, je suis spécialiste dans rien. Fait que j'essaie d'avoir une base dans un peu tout. Puis de m'entourer de spécialistes dans leur domaine. Puis je pense, moi, c'est ça que je suis peut-être né pour ça sur la Terre, pour être un espèce de coordonnateur. C'est un art en soi de savoir bien s'entourer et d'aller chercher les bonnes ressources. C'est un art, certainement. Écoutez, Jean-François Barrette, je vous propose quelque chose. On va prendre une courte pause, puis on va continuer cet échange dans quelques instants. Je devrais être là. Parfait. Merci. Et vous êtes de retour à l'émission Les Héros Anonymes. On a le grand plaisir de continuer cette rencontre-là avec Jean-François Barrette, idéateur, président, fondateur, je rajoute des titres, maestro. Dictateur. Des petits géants. Les Petits Géants, un organisme de bienfaisance là, qui existe depuis quelques années. Ça a commencé un OBNL, j'imagine. Donc depuis 2019, qui année après année, vient soutenir des enfants et justement, vous aviez parlé du Grand Montréal tantôt. C'est quoi votre territoire? Parce qu'à un moment donné, justement, comme vous allez être plus dans un enfant, une vie par une vie, j'imagine que vous allez pas couvrir tout le Québec nécessairement. En tout cas, peut-être que ce sera d'un carton un jour dans les plans. Oui. À l'heure actuelle, vous visez, c'est quoi votre territoire? Mais moi, je suis un petit gars de Laval et je m'étais fait beaucoup niaiser à propos de ça à cause de J'ai pas aidé avec mon ton, hein? Ouais, non. Encore un autre. Ça rêvait des traumatismes chez moi.
Non, dans le fond, on disait, c'est une place de centre d'achat et d'autoroute, mais Laval, c'est beaucoup plus. Non, il y a Illumi maintenant depuis quelques années aussi, il ne faut pas l'oublier. Il y a des animaux en plastique. On est rendu ailleurs. Et notre fusée est toujours là. Voilà. Donc, en fait, on vient de s'établir il y a environ 6 mois dans un centre de coworking à Laval. OK. Qui s'appelle le Tiers-Lieu. Je peux leur faire une petite pub. C'est vraiment un endroit merveilleux parce qu'il y a beaucoup d'OBNL qui sont là, donc qui collaborent. Donc, étant une personne de Laval, l'organisme s'établit à Laval, puis les enfants qu'on parraine aussi de Laval. Bon. Il y a quelque chose avec Laval. Il y a quelque chose avec Laval. Ouais. Je voyais le lien. Je recommence à faire les liens. Vous pouvez connecter les points. Hein? Mais dans nos règlements généraux, notre mission, c'est vraiment le territoire du Grand Montréal. Okay. Donc, je dirais de Saint-Jérôme à Saint-Jean-sur-Richelieu. Okay. Donc, communauté urbaine, c'est juridique, là, mais c'est communauté de Montréal. Oui. On s'en souvient pendant la pandémie, là, ça décrivait le territoire. Puis c'est ça. Oui. C'est ça, juridiquement, légalement, notre territoire. Okay. Mais étant une personne ambitieuse et vraiment avec des aspirations, je caresse le rêve de couvrir le Québec éventuellement d'ici quelques années et peut-être plus. Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui peut s'importer, un concept qui peut s'importer ailleurs aussi. Ben oui, certainement, ça n'a pas de frontières comme type de projet. La seule frontière, en tout cas le frein qu'il peut avoir, ça va être le financement. C'est le nerf de la guerre dans les organisations de bienfaisance et les organismes non lucratifs aussi. Vous avez dit, là, vous essayez d'être le plus indépendant possible là, du financement public. Financement public qui, des fois, il peut être limitatif, ou en tout cas apporter ou imposer un certain cadre, on le comprend. Qui soutient un organisme comme les petits géants? Bien, il y a 3 acteurs principaux, mais moi, je vais vous dire d'emblée, nous, on est très chanceux parce que, étant une cause qui s'occupe des enfants, par définition, les enfants, c'est quelque chose qui interpelle beaucoup les gens. C'est assez universel, oui. Même que moi, ça m'a interpellé. Au début, j'hésitais les enfants malades, victimes d'abus. Finalement, je trouvais que je pouvais apporter défavorisés. Mais tout ce qui a rapport aux enfants, on a beaucoup d'écoute quand on approche tout ce qui est institutionnel ou corporatif. Donc, nous, on a eu des dons institutionnels, donc des banques qui nous ont donné le ministère de l'Éducation, la Fondation Bon Départ Canadian Tire, tout ça, des partenaires très important. Mais moi, étant donné mon deuxième chapeau, je vais beaucoup voir des entreprises. Donc, ça peut être des compagnies de construction. Industrielle Alliance viennent de nous faire un don. Fait que j'essaie d'aller chercher des partenariats à long terme, mais avec des citoyens corporatifs. Et bien sûr, monsieur, madame, tout le monde, ma mère, qui était notre première membre et donatrice. À qui vous parlez de votre projet tous les dimanches en allant manger. Tous les dimanches, voilà. Avec une petite lasagne. On fait passer nos messages. J'adore ça. Tout est dans tout. Exact. Voilà. C'est un peu ça, mais le financement, c'est sûr que c'est clé. Puis qu'est-ce que je dirais? Moi, ce qui nous différencie peut-être, c'est d'être le plus diversifié possible parce qu'il y a des organismes qui vont être... peut-être vous êtes au courant de la PSOC, c'est un financement récurrent des CIS et des Suisses. Il y en a qui vivent que de ça. Fait que s'ils perdent, supposons... C'est là qu'arrivent des catastrophes. L'indépendance fragilise des fois les organisations. Il faut diversifier les sources de financement. Oui, ben c'est très sain de le faire. Puis là, en plus, vous allez avoir un gros conseil d'administration qui va pouvoir ouvrir plein d'autres portes. Oui, je leur mets de la pression déjà. Ben, j'espère certainement parce que dans le fond, ben, c'est ça, plus le financement va être au rendez-vous, plus vous allez être en mesure d'aider à la fois, oui, plus de jeunes, mais aussi d'offrir plus de services ne serait-ce qu'à un seul jeune qui a besoin d'avoir accès à d'autres services qui ne sont pas nécessairement couverts dans le système public ou des fois qui est couvert mais qui n'est pas accessible à court terme quand les besoins sont là immédiatement. Les jeunes défavorisés, c'est un gros bassin dans le Grand Montréal. Puis déjà au Québec, là, il y a des données qui datent de quelques années, mais sont toujours basées sur des recensements, fait que c'est jamais super récent, mais quand même, plus de 80% des élèves québécois de niveau primaire qui vivent sous le seuil de faible revenu puis dans des grandes conditions de défavorisation au Québec. Là, en ce moment, au moment où on enregistre, il y a une grève, dépendamment des régions. En tout cas, dans la mienne, je la vois, la grève. J'ai un petit garçon qui n'a pas d'école depuis quelques semaines. Ces enfants-là, pour qui, des fois, l'école et ce milieu-là est un milieu qui est à la fois rassurant, protecteur, un milieu de vie, un milieu dans lequel, des fois, c'est là qu'ils vont se nourrir, hein, avec les clubs du petit déjeuner, puis bon, les autres éléments comme ça, avec les repas du midi. C'est là qu'ils ont accès à des ressources. Là, en n'ayant pas accès à l'école, puis pour plein de bonnes raisons, là, on vient fragiliser quelque chose en ce moment. Les jeunes que vous soutenez,
ils ont besoin d'avoir des grands frères, grandes sœurs, puis pas à cause du partenariat que vous avez avec l'organisme, mais ils ont besoin d'avoir ces remparts-là autour de cet amour-là, cette protection-là. C'est quoi votre lecture à vous, au-delà des jeunes que vous soutenez, mais justement de l'amour, puis à quel point les jeunes sont-ils vraiment la priorité et le cœur de notre société, ou est-ce que de manière d'un projet social, on les a peut-être toujours cute, on les a peut-être un peu laissés tomber? Ben, je sais pas si des auditeurs, vous avez même entendu Dr Julien à Radio-Canada qui était interviewé hier. Bon, moi, lui, c'est mon inspiration. C'est vraiment une personne incroyable. Puis lui, par rapport à la grève, il disait, l'école, il a été très affecté pendant la pandémie. Là, la grève... Lui, oui, ils ont le droit à la grève, les enseignants, puis c'est très légitime. Moi, à chaque fois, je passe devant des gens dehors, je klaxonne tout le temps. C'est vous, ça, hein? C'est moi. C'est le klaxon du Québec. Puis il disait, il supporte lui aussi beaucoup les enseignants, et les infirmières, mais il suggère peut-être d'avoir une manière de laisser l'école ouverte pendant les grèves, accès au gymnase, ou juste un adulte ou deux responsables. Parce que c'est ça, pour les enfants, l'école, c'est vraiment... des fois, ils n'aiment pas tant ça étudier, mais il y a leurs amis, là, il y en a qui vont passer... J'ai entendu, Dr. G disait, il y en a un enfant, il passe 12 heures devant un écran par jour parce que ses parents, des fois, c'est... par nécessité, puis on ne juge pas personne. À un moment donné, on arrive à bout de ressources. Là. Ils n'ont pas le choix de travailler et tout. Fait que je pense qu'au Québec, on est dans une meilleure société au monde par rapport aux services sociaux, si on se compare à d'autres, malgré tout. Mais je pense que les petits géants peuvent venir combler une espèce de gap, des fois, qui se fait pas. Comme nous, les sessions de tutorat, ils continuent pendant que le... Oui, je vois ça passer beaucoup, là, des parents qui cherchent du tutorat pour justement pas perdre aussi l'intérêt puis les acquis, parce que tout se perd. Ça continue, vous aussi, là, de votre côté. Ah, c'est extraordinaire. Oui, c'était important. Puis justement, le succès scolaire ont passé à la télé parce qu'ils étaient très sollicités... En cause de la grève. Ben oui, je comprends. Donc en tout cas, on garde espoir pour tout ça, mais surtout, on garde espoir parce qu'il y a des gens comme vous qui m'avaient mis en place des organisations, dont celle des Petits Géants, que je trouve fantastique. Les Petits Géants, évidemment, on peut vous aider financièrement, ça va de soi. Comment, si on est interpellé par la cause puis qu'on trouve que c'est la plus belle du monde à Laval et en dehors de Laval, on peut tendre la main puis vous donner un coup de main? Mais moi, ce que je dirais à vos auditeurs, c'est... Oui, c'est sûr qu'on ne va jamais dire non à du financement et tout, mais moi, la meilleure façon, c'est d'aller voir notre site web, donc lespetitsgeants.org. Il y a une section pour faire des dons et on a un reçu fiscal étant un organisme de bienfaisance. Donc, faites deux bons coups en même temps. Ben oui, profitez-en, l'année financière, finit le 31 décembre, exact. C'est le temps. C'est tic-tac. Mais c'est sûr que le financement, je vais me dire non, mais si vos auditeurs peuvent juste retenir d'en parler autour d'eux, qu'on existe pour avoir de la notoriété, ou juste s'ils ont des idées de partenariat. Moi, je suis beaucoup dans la collaboration. S'ils veulent me contacter par courriel ou sur le site web, le courriel, c'est info@lespetitsgeants.org. Moi, je serais vraiment ravi. Là, ça me touche quand les gens veulent simplement s'impliquer, une idée de partenariat. C'est ça, ça serait ça mon appel. Ben, l'appel est très certainement lancé. Vous avez parlé de sortir peut-être un jour du Grand Montréal, peut-être voir plus grand, mais traverser la rivière des Mille-Îles. Oh, mon Dieu, qui oserait? Elle se fait très très bien en kayak, je le recommande. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter à vous, Jean-François Barrette, puis à cet organisme-là qui peut-être un jour ira au-delà du fondateur puis de l'étateur. Je pense que, parce que ça fait d'ailleurs partie de votre démarche, je veux pas que ça soit que mon show à moi, puis que mon organisme, d'ailleurs, ça s'appelle pas la Fondation Jean-François Barrette non plus. Qu'est-ce que je veux vous souhaiter à vous, personnellement, puis à votre organisation, puis ultimement aux jeunes défavorisés? Si on commence par moi, comme vous disiez, dans le fond, c'est ça, le nom légal au registraire, c'est Mouvement Les Petits Géants, parce que moi, je voulais que ça me dépasse un jour, donc que ça soit pas juste moi, ça soit vraiment un mouvement qui me dépasse. Fait que moi, je souhaite juste de continuer de m'accomplir là-dedans. Égoïstement, c'est ça que j'aimerais faire. Ouais. Puis aussi, pour l'organisme, juste de continuer sur cette lancée, parce que depuis quelques mois, on a un peu plus de couverture, on a comme un momentum qui s'installe, puis ça, c'est vraiment le fun à voir. Puis, dans le fond, c'est sûr que les résultats ne se voient pas du jour au lendemain, parce que la prévention, c'est à très, très long terme. Ça va prendre 5-10 ans. Mais juste qu'on puisse contribuer on fait ça pour les enfants.
C'est juste qu'on puisse améliorer leur qualité de vie à ces enfants-là qui n'ont pas choisi de naître dans ces conditions-là. Fait que c'est ça le plus important. Ben, écoutez, je vous souhaite tout ça, assurément. Vraiment, je relance là, pour les gens qui ne l'ont pas noté, lespetitsgéants.org. C'est vraiment la place pour toute l'information. Jean-François Barrette, c'était un très grand plaisir de vous avoir en studio. Merci. Un honneur pour moi. Merci pour tout ce que vous faites. Vous qui nous écoutez déjà depuis 2 saisons, merci beaucoup. C'était la dernière de la saison que vous venez d'entendre et je prends une petite pause et je passerai le relais à Chantal qui aura le plaisir d'animer les Héros Anonymes la prochaine saison avec lesquels vous allez avoir beaucoup de plaisir, j'en suis convaincu. Je tiens à remercier assurément Mathieu Tessier à la mise en onde, Catherine Bourderon à la recherche, toute l'équipe de Canal M pour la confiance. Et vous qui êtes à l'écoute, ben, continuez d'écouter cette émission-là, de vous renseigner, d'être curieux envers les organismes et les gens qui font toute la différence. Et on se retrouve assurément dans le futur. Rendez-vous sur canalm.vuesetvoix.com pour découvrir toutes nos émissions.